téléspectateurs de R7, bonjour. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, au Congo-Brazzaville principalement, mais aussi à travers le monde, puisque la situation particulière de notre pays, le Congo-Brazzaville, a fait que depuis 1997, et ce fameux coup d'État qui a été très, très, très dramatique pour notre pays, les Congolais se sont dispersés un peu partout dans les pays du monde, en France principalement, Belgique, Hollande, Allemagne, mais aussi dans les autres pays africains, notamment l'Afrique du Sud, le Bénin, le Togo, euh, la Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas aussi aux États-Unis, le Canada, et même en Chine. En tout cas, on trouve beaucoup de Congolais. Donc, je vous salue tous de là où vous êtes. Et une fois de plus, je vous dis merci, puisque à chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne R7, mais aussi et surtout la chronique que je vous propose tout le temps. Je suis Moueni Ivolo Didier et aujourd'hui, je souhaite échanger, débattre avec vous de la situation un peu générale du Congo-Brazzaville. Euh, Lors de la dernière chronique, j'ai parlé de l'école, de comment on peut tuer une société, comment on peut fabriquer les délinquants, juste en empêchant les enfants à avoir accès à l'éducation familiale, puisque la crise économique, qui n'est pas une crise conjoncturelle comme Thierry Mungala aime souvent nous faire croire, la crise est structurelle. C'est la nature même de nos structures qui génère cette crise économique et financière, et c'est encore cette nature de la structure de notre pays, occasionnée, créée, fabriquée par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso et ses sbires. C'est cette crise structurelle qui fait que aujourd'hui nous avons des délinquants. Alors, pour cette chronique, j'aimerais quand même euh, débattre, échanger avec les populations congolaises sur cette situation quasi générale de chaos. Mais vraiment, aujourd'hui, le Congo vit dans un chaos. Voilà. Quand on regarde le Congo, la grille de lecture n'est plus tenable. Et d'ailleurs, peu importe la grille de lecture qu'on peut avoir, excusez-moi, ce n'est plus possible de comprendre, d'analyser, de réfléchir sur la situation qui se passe dans notre pays. Et un tel chaos entraîne à des pathologies psychiques ou psychiatriques. Et c'est pour cela que on voit aussi dans notre pays beaucoup de violence. De violence parce que les gens ne savent plus où se donner la tête. L'école, la rentrée scolaire, ça a été le chaos total. Le problème, c'est que dans ce chaos, le gouvernement ne dit rien, sauf à pointer la responsabilité des parents. Mais les parents vous répondent quoi? Mais nous, on n'est pas payés, donc on n'a pas les moyens d'envoyer nos enfants à l'école. Nous sommes dans ce que les psychologues appellent une boucle interactionnelle, c'est-à-dire, je vous reproche des choses et vous dites oui, c'est vrai, mais c'est parce que moi, je n'ai rien fait, et moi, je dis oui, c'est vrai, mais c'est parce que vous, vous avez fait ceci. C'est-à-dire qu'on se renvoie à chaque fois la balle. Et il faut à un moment donné trouver de la méthode, les moyens de casser cette boucle interactionnelle, sans quoi on revient au même. Et c'est pour cela que je dis la nature de la crise structurelle, créée, fabriquée par le pouvoir, qui fait qu'on est dans une situation de chaos, mais total, de chaos total. Le chaos de l'éducation nationale, la santé, l'emploi, le chômage, les retraites, l'environnement, les poubelles qui ne sont pas ramassées, les hôpitaux qui sont médiocres. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre pays et comment euh, essayer un peu de faire évoluer les choses, si tant est que c'est possible. Et puis, je vous dirai tout de suite que dans la situation que nous vivons aujourd'hui, je prendrai le temps de vous expliquer certaines choses, mais il faut retenir que la solution finale reste un soulèvement populaire. Pourquoi? C'est reconnu dans la Constitution. J'ai souvent cité les articles de la Constitution. Je demande à tout Congolais de relire la Constitution, qui est très claire. Lorsque le pouvoir est amené à une telle médiocrité et à un tel niveau de violence et de brutalité vis-à-vis de la population, les populations doivent résister, doivent résister et se révolter. Aujourd'hui,
Les critiques ne viennent plus seulement des populations, de la société civile, mais regardez les réseaux sociaux, les critiques viennent de plus en plus du pouvoir. On entend de plus en plus les sbires, les fanatiques du pouvoir, ceux qu'on appelait les internautes d'élite ou les sasuites d'élite, comme les Bokilo, avec qui j'ai souvent échangé sur Facebook. Et quand je l'entends aujourd'hui appeler à sanctionner des ministres médiocres, euh, voilà. Quand on entend maintenant les prises de tête, comme quoi certains ministres du PCT, proches du pouvoir ou famille de Sassou, menaceraient les sénateurs PCT en disant si le Sénat fait grève, nous allons agir. Donc, on voit bien que les critiques en termes de médiocrité du pouvoir, qui donc occasionne une crise structurelle, ne vient plus seulement de la société civile, du CRC ou encore des Congolais, mais aussi, même au cœur du pouvoir, on commence à se rejeter la balle. Vous entendez de plus en plus, mais oui, mais Sassou n'est pas seul, il y a aussi des ministres. Oui, oui, Sassou n'est pas seul, lui, le pauvre, il donne des ordres, on entend même qu'on a décaissé 34, je crois 34 milliards pour régler les problèmes des arriérés de pensions et autres. Mais où est passé l'argent? Tout le monde se pose la question. Bon, déjà, on se posait la question de où sont passés les 14 000 milliards et où sont passés les excédents budgétaires qu'on nous a tant vantés chaque année. Je vous le dis en passant, vérifiez dans l'actualité, l'Irlande a eu 8 milliards d'euros d'excédent budgétaire et regardez le journal de France 2, comment les Irlandais sont en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait des 8 milliards. On investit dans l'éducation, on augmente un peu les salaires, on aide un peu les plus pauvres ou on paye une partie de la dette. Voilà. Or, chez nous, à quoi servent les excédents budgétaires? Moi, je ne suis pas spécialiste du budget. Vous avez la Banque centrale. Il faut demander au directeur. Ça, c'est le rôle aussi de la Banque centrale, du ministère de l'économie, du Premier ministre et du président de la République de venir vous dire, nous avons eu un excédent budgétaire, voilà comment nous avons affecté le résultat. Parce qu'un excédent, c'est un résultat qui est constaté. Et donc, il faut que le président vous dise comment il oriente ces résultats-là. Est-ce que on va investir sur la formation professionnelle des jeunes? Est-ce qu'on va donc éponger la dette intérieure, puisque notre dette, nous avons une dette extérieure et une dette intérieure? Est-ce que nous allons payer une partie de la dette pour que le Congo soit un pays fréquentable en termes d'investissement euh, étrangers? Voilà, tous ces sujets, il faut que les gens se saisissent de ça et voient que notre pouvoir est un pouvoir médiocre. Parce que il se croit aux standards mondiaux, mais en réalité, nous n'atteignons même pas les standards africains. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez nous? Prenons les différents secteurs d'activité. Nous produisons, par exemple, du bois. Le Congo est un pays qui produit du bois. Alors, je n'ai pas beaucoup de documents à vous proposer en images, mais je vais essayer de sélectionner, le but étant la compréhension de ce qu'il se passe chez nous et quelles sont les solutions que nous, en tant que CRC, puisqu'on y travaille tous les jours, hein, je vous le dis en toute responsabilité, avec la rigueur et la responsabilité intellectuelle et professionnelle qui caractérise les membres du CRC, nous travaillons tous les jours, mais vraiment tous les jours, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, aux solutions pour que demain, les choses changent chez nous. Peu importe celui qui arrivera au pouvoir, qu'il puisse se saisir des analyses et des contributions du CRC pour que les choses marchent. Prenons l'école. Quand je dis l'école, l'école maternelle, si on peut les créer, selon le projet national, hein, quel est le projet de notre nation? Donc, maternelle, primaire, collège, lycée, université. Par collège et lycée, j'entends aussi collège pré-professionnel ou semi-professionnel, collège technique ou encore, et puis lycée pareil, lycée professionnel ou lycée technique, peu importe. Mais selon les besoins de notre pays, et puis université, par université, j'entends aussi des grandes écoles, des hautes écoles de commerce, des grandes écoles de management, l'université pour la recherche opérationnelle, l'université en tant qu'incubateur de la
L'université qui va alimenter des cercles de réflexion comme les think tanks, qui sont autant de lieux où on va essayer de réfléchir sur notre avenir, notre projet, mais d'où nous venons, où est-ce que nous allons, avec quoi, comment, avec quels moyens. Regardez cette photo. C'est la photo d'une salle de classe. Mais je vous donne cet exemple. Moi, j'en ai des centaines de photos et des vidéos de ce genre. Cette pauvre enseignante que vous voyez sur la photo, avec toute la volonté du monde, avec toutes les compétences du monde, comment, dans une salle, on peut imaginer que cette salle qu'on vient de voir en photo, on a quoi? 60, 80, 100, plus de 100 élèves? Comment voulez-vous que des petits enfants comme ça, qui ont besoin de beaucoup plus d'attention dans les apprentissages, que nous puissions croire que cette enseignante peut bien faire son travail? La moyenne, et nous tous, on a été à l'école au Congo, la moyenne, c'était entre 30 et 35 élèves dans une classe pour que l'enseignant puisse s'occuper correctement de tout le monde, de tous les enfants, et plus spécifiquement ceux qui vont rencontrer le plus de difficultés possibles. Mais ça, on peut en causer avec nos pédagogues, avec les associations des parents d'élèves, avec tout le monde, la société civile, le gouvernement, les syndicats. Quel est le meilleur système éducatif pour nous? Pas seulement aller copier. On peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Mais nous, de quoi nous avons besoin? Je vous montre cette photo surtout pour dire, nous sommes un pays producteur et exportateur du bois. Le bois qui est envoyé à l'étranger pour être transformé en planches et les planches qui sont revendues chez nous. Problème? Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas faire comme le Gabon? Au Gabon, les lits, les tables, les armoires coûtaient très, très, très cher. 80 000, voire plus de 100 000 francs CFA. Ali Bongo, pour lequel je n'ai aucune sympathie, mais vraiment aucune sympathie. Moi, de toute façon, je n'ai aucune sympathie vis-à-vis des dictateurs qui détruisent leur pays. Mais je cite quand même Ali Bongo, a pris une décision de dire 70% du bois produit au Gabon sera transformé au Gabon. Et que ceux qui ont besoin du bois gabonais, qu'ils nous disent pour en faire quoi. S'ils veulent faire des lattes, des contreplaqués, nous leur fournissons les lattes et les contreplaqués. Si ils veulent faire des bastingues ou autres, il faut demander aux spécialistes du bois, eh bien, nous leur fournissons. Et donc, depuis que le Gabon a commencé à transformer sur place 70% de la production du bois gabonais, des témoignages des Gabonais eux-mêmes que j'ai suivis sur RFI, je ne sais pas si sur YouTube vous pouvez retrouver les bandes, ils disent que certains produits sont passés de 100 000 francs à 50 000 francs, voire même 30 000 francs. Et qu'aujourd'hui, il est plus facile à un Gabonais de s'acheter son lit, son armoire, son garde-linge, sa table, ses chaises, ses fauteuils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bois qui est exploité au Gabon, il est transporté à l'étranger, allez, on va dire en Chine ou en France. Donc, il y a déjà une dépense de transport à l'aller, avec tout ce que cela occasionne, le stockage, euh, la logistique et tout. Une fois transformé au coût de la vie là, de ces pays-là, exporté encore, renvoyé au Gabon sous forme de meubles, de lits ou autres, et ou même tout simplement de planches, eh ben, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, en prenant une décision de transformer 70% du bois sur le plan intérieur, on a non seulement enlevé du prix du produit fini toutes les dépenses supplémentaires occasionnées par l'exportation du bois et l'importation du produit fini ou des planches, mais en plus de ça, non seulement les prix ont baissé, mais en plus de ça, on a créé quoi au Gabon? Dans la filière bois, des emplois. Donc, voilà déjà un exemple concret de création des emplois. Par exemple, on exploite du bois au nord et donc on crée à Bétou
des centres de transformation du bois. Et on peut créer comme ça déjà 1000, 2000 emplois directs et peut-être 5000 emplois indirects entre tous les intermédiaires qui vont travailler. Mais les intermédiaires, c'est quoi? Ce ne sont pas seulement les personnes qui vont travailler dans la société qui produit du bois. Cette société, quand on dit produit du bois, mais cette société a du matériel. Ce matériel a besoin de mécaniciens pour réparer ce matériel. Et donc, quelqu'un qui est doué peut créer son garage, petite et moyenne entreprise, un garage auto-entrepreneur, il embauche 2, 3 personnes et c'est lui qui répare les machines, les véhicules de cette société ou des sociétés installées sur place et dans les villages à côté ou même jusqu'à Ouesso s'ils peuvent arriver à Ouesso. Quelqu'un qui a un bac professionnel, bac technique, obtenu au lycée technique de Brazzaville en électricité, ben, au lieu de rester à Brazzaville, il peut aller à Bétou, puisque cette société qui transforme le bois sur place a besoin de l'électricité. Et donc, lui, il crée son petit business et propose d'être la maintenance en électricité de cette société-là. Et inutile de vous rappeler que tout ça est verrouillé, organisé, structuré par les lois. L'Assemblée nationale et le Sénat votent les lois que le gouvernement va appliquer pour sécuriser les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries. La société qui exploite le bois peut même faire appel à un sous-traitant, soit dans l'élagage, soit dans la coupe, soit peu importe. Mais les choses doivent être organisées. Et autre chose, en lien avec notre école, ça suppose que l'État a le pouvoir de décider que toutes les sociétés qui vont produire du bois au Congo cèdent 5%, même si c'est 1%, même si c'est 2%, de la production du bois pour fournir les tables bancs, les placards aux écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, universités. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement vote une loi de sorte que chaque entreprise qui produit du bois doit donner une certaine quantité, une quantité minuscule qui ne menace pas l'investissement de cette entreprise-là. Et en contrepartie, par exemple, pendant 5 ans, l'État peut dire, je vous fais des allègements fiscaux. Mais ça, c'est les techniciens en la matière. C'est comme ça qu'on travaille. Les techniciens en la matière s'assoient et parlent. Donc, ça, c'était déjà au niveau de l'école. Donc, ça nous permet d'avoir des bonnes écoles. L'industrie qui fabrique du ciment ou les industries ou les cimenteries au Congo, pareil. Le Congo a un projet national d'éducation nationale et de formation jusqu'à l'université. Eh bien, dans la production du ciment ou de tout ce qui est matériel de construction, l'État impose la fourniture de 5%. Si c'est trop, on prendra 1% ou 2%. Ce n'est pas grave, mais il y a un effort qu'on va demander à ces entreprises-là pour que nous puissions avoir des très belles écoles, des belles universités. Et une fois de plus, à côté, vous avez des Congolais. Par rapport à leurs compétences en business, en gestion d'entreprise, qui vont créer des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries au service du projet national. C'est-à-dire, qui connaît la plomberie, eh bien, il a sa petite société. Il peut même conventionner avec l'État pour recevoir des stagiaires, c'est-à-dire que ceux qui sont au CT technique ou au collège technique ou au collège professionnel, peu importe comment on le nommera, quand on sera là pour organiser le pays, eh bien, il y a des petites et moyennes entreprises en maçonnerie, en plomberie, en mécanique, en ceux qui réparent les ascenseurs, ceux qui réparent tel ou tel robot, eh bien, ils recevront des stagiaires et c'est l'État qui imposera la nature des stages, comment ça va se passer et comment nous allons financer. Et donc, imaginez que dans ce que je suis en train de vous donner comme exemple, si vous le multipliez dans le pétrole, dans l'agriculture, dans tout ce qui est commerce, tout ce qui est logistique, comment voulez-vous qu'au Congo, on puisse parler
du chômage des jeunes. Les chemins de fer, pareil. CFCO, c'est la locomotive, c'est la grande entreprise. Mais pour que CFCO fonctionne, mais mes chers compatriotes, allons voir comment travaille la SNCF. Allons voir comment travaillent les chemins de fer en Allemagne, en Chine, au Canada. Et pourquoi en Afrique, les chemins de fer ne marchent pas? Vous avez toujours une entreprise pionnière, c'est-à-dire une entreprise de référence. Et autour de cette entreprise de référence, vous avez de la sous-traitance, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises qui viennent, donc la maison mère drive les petites et moyennes entreprises. Et sans les PME et les PMI, les grandes entreprises n'existeraient pas. Existeraient, mais peut-être auront du mal à tout faire. Quand aujourd'hui vous regardez une voiture Peugeot, mais allez voir, Peugeot ne fabrique pas des pneus. Les pneus viennent soit de Bridgestone, soit de Michelin, ou encore d'autres continentales, d'autres concurrents. Mais ces entreprises elles-mêmes, elles ont aussi des sous-traitances. Donc, c'est toute une chaîne. C'est pour cela que je vous parle de la crise au Congo comme étant une crise qui est structurelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une conjoncture internationale. Parce que de toute façon, lorsque la conjoncture internationale est favorable, on est toujours dans des problèmes. Donc, c'est la nature même de la structure de nos institutions et de la mauvaise gestion qui fait que nous soyons dans cette difficulté. Et donc, on peut comme ça multiplier des exemples pour montrer que nous avons les moyens de nous en sortir. Et dans ce que je vous explique, l'État doit prendre comme décision le détail. Le business de détail appartient aux nations. Dans aucun pays au monde, sauf surtout au Congo et peut-être d'autres pays d'Afrique noire, mais c'est surtout au Congo, où on voit des étrangers venir et ouvrir une petite boutique. C'est faux. Un étranger, il vient avec un gros investissement pour créer une grosse entreprise et il va avoir besoin des petites mains nationales, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries nationales. Donc, il faut repenser les choses dans notre pays, de sorte qu'on puisse sécuriser l'emploi des Congolais dans certains domaines qui seront des domaines réservés aux Congolais. Tout le monde le fait. Dans tous les pays du monde, même là où il y a la démocratie, c'est ce qui est fait. Chez nous, ça ne se fait pas parce que le pouvoir participe à la dilapidation des capitaux, parce qu'on va s'allier aux étrangers, de sorte qu'eux, ils vont nous permettre de sortir l'argent, parce que si on s'allie aux Congolais, ils comprendront et ça va être très, très difficile pour nous. J'ai essayé comme ça de lister, bon, la liste, ce n'est pas une liste exhaustive, mais pour voir un peu comment expliquer euh, le chômage de masse chez nous, cette crise démentielle de tous les secteurs, alors que on doit développer l'agroalimentaire et l'agro-industrie, on en a les moyens. Si vous développez l'agro-industriel et l'agroalimentaire, ça suppose que vous avez besoin de ce qu'on appelle l'agroéquipement, les équipements agricoles, les engins agricoles. Ça suppose que dans tous ces domaines, plutôt sur toute la chaîne, il y a forcément création de richesses, création de capitaux et donc création d'emplois qui va avec. On a l'automobile, on a l'énergie, on pourrait mettre l'eau et l'électricité là-dedans. Je disais dans une chronique, quel est l'état actuel de connaissances dans la production, le stockage, le transport et la consommation de l'eau et de l'électricité? Alors, nous regrettons tous et nous condamnons avec force euh, la dégradation et la destruction des pylônes qui plongent Brazzaville et tout le Congo dans le noir. Et ça, c'est inacceptable. Bon, moi, je ne suis pas pour savoir qui est coupable ou pas. C'est le problème du parquet, c'est le problème de la police et de la gendarmerie. C'est un acte de délinquance, c'est un acte qui est condamnable. Et peu importe les auteurs, j'espère qu'on va les trouver, on va les arrêter et on va les traduire en justice. Mais cela n'explique pas la médiocrité de la gestion de l'électricité chez nous. Avant la destruction de ces pylônes-là, quelle était la situation au Congo? Elle était déjà catastrophique. Je vous donne un exemple. Je ne suis ni pro-russe ni pro-ukrainien, mais je vous donne juste un exemple.
Tous les jours, les Russes bombardent les installations électriques en Ukraine. Tous les jours, les ingénieurs ukrainiens remettent l'électricité pour les populations ukrainiennes. Quand vous prenez cet exemple-là, que peut-on dire de nos ingénieurs en électricité au Congo? Que peut-on dire de la société d'électricité au Congo? Tous les jours, vous avez des missiles russes qui attaquent les installations électriques pour plonger toute l'Ukraine dans le noir. Et tous les jours, c'est un combat pour les ingénieurs de le remettre pour que les gens puissent avoir l'électricité. Mes chers compatriotes, on a une guerre au Congo. Des ingénieurs ukrainiens remettent l'eau et l'électricité sous les tirs des Russes. Et nous, dans la paix, la quiétude, la tranquillité, avec même une bouteille de bière à côté et un verre de vin à côté, et même avec des gamundele. Les gens travaillent dans le calme, mais nos ingénieurs sont incapables de nous donner l'eau et l'électricité. Vous trouvez ça normal? Soyons d'abord critiques envers nous-mêmes. Ça fait quelques années, je vous demande de réfléchir en tant que panafricain dialectique, c'est-à-dire le panafricanisme dialectique qui interroge les antagonismes internes. Inutile d'aller critiquer les autres. De toute façon, les autres ne sont pas obligés de nous aimer. Et ils ne sont pas obligés de nous aider. Personne ne l'a dit. Donnez-moi là où c'est écrit que les autres pays sont obligés de nous aider et de nous aimer. Comme est allé pleurer Arlette au Soudan, on a faim, donnez-nous à manger. Mais ça, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé d'aller pleurer votre famine ailleurs. Vous avez vos propres moyens. Donc, soyons d'abord critiques envers nous-mêmes. Et tous les jours, interrogeons nos cadres. Comment se fait-il qu'en Ukraine, malgré les destructions causées par les missiles russes, les ingénieurs réussissent à remettre sans cesse l'électricité et vous, dans la paix des cœurs et la tranquillité des esprits de Denis Sassou Nguesso, vous n'arrivez pas à nous fournir l'électricité? Quel est l'état actuel des connaissances en électricité et quel est l'état actuel des connaissances en eau potable? Et pourquoi nous, on n'y arrive pas? Nous pouvons prendre aussi le commerce. Alors, on nous apprend que les vendredis au Congo, plus rien ne marche. Donc, interrogeons notre structure commerciale. Le Congo dépense quand même beaucoup d'argent pour importer de la bouffe. Comment donc changer ces tissus économiques? Comment faire pour que ce commerce soit maîtrisé par les nationaux? Je citais l'exemple de Carrefour qui allait être racheté par une firme canadienne. Et Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, avait refusé en disant que les Canadiens ne vont pas décider de quoi les Français vont manger dans leurs assiettes. Et c'est l'heure de l'info éco avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Alors, ce matin, on s'intéresse à ces noces bien compliquées entre deux géants de la distribution, le Canadien Couche-Tard qui souhaite racheter Carrefour, ce qui déplaît fortement aux autorités françaises. Oui, Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, avait effectivement dit mercredi soir, quelques heures seulement après avoir appris que les deux groupes étaient en discussion, qu'il n'y était a priori pas favorable et qu'il s'opposerait sans doute à cette opération. Une déclaration qui a refroidi les négociateurs, qui ne semble néanmoins pas avoir encore totalement abandonné cette opération. C'est ce qu'a d'ailleurs confirmé le ministre québécois de l'économie qui suit le dossier de près. Les négociateurs canadiens sont toujours à Paris et ils devraient même préciser leur offre aujourd'hui. Et pour bien comprendre, de quoi s'agit-il? Alors il y a d'un côté Carrefour, un groupe que vous connaissez, Pauline, puisqu'on le connaît très bien ici en France. On n'a pas besoin de le présenter pour les Français. Un peu plus de 12 000 magasins dans le monde, principalement en Europe, mais aussi au Brésil et un petit peu en Asie. Un peu plus de 300 000 employés, dont un peu plus de 100 000 en France. C'est le premier employeur privé de France. De l'autre côté, eh bien, on a le groupe canadien Couche-Tard, qu'on connaît un petit peu moins en France, mais qui est très connu en Amérique du Nord. Il est connu pour ses dépanneurs, ses supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, mais aussi pour ses stations-service. Il est également présent en Europe de l'Est. S'il a environ moitié moins d'employés que Carrefour, il a plus de magasins, un petit peu plus. Carrefour réalise environ 2 fois plus de chiffre d'affaires que son concurrent canadien, mais il est 2 fois moins valorisé en bourse, 13 milliards d'euros
contre 30 milliards d'euros pour Couche-Tard. Le groupe français, qui était encore numéro 2 mondial de la distribution il y a 20 ans, a traversé une période très difficile au début des années 2000, rattrapé par d'autres géants plus agressifs sur les prix. En France, on peut citer Leclerc, mais aussi il y a les hard discounters, c'est-à-dire ceux qui sont extrêmement agressifs sur les prix, les Allemands, Aldi ou Lidl, et puis bien sûr aussi les géants du e-commerce comme Amazon. Alors si ça va mieux aujourd'hui pour le groupe Carrefour, eh bien, qui a réalisé d'ailleurs une très bonne année 2020, sa valorisation boursière, elle n'a pas suivi, elle n'est pas beaucoup remontée, ce qui a peut-être attiré l'appétit du groupe Couche-Tard. Pourquoi le ministre de l'économie est-il opposé à cette union? En quoi peut-il s'immiscer d'ailleurs dans les affaires privées? Alors lui, il invoque la protection d'une entreprise stratégique. On sait qu'en France, on a été assez traumatisé par le rachat d'une partie du groupe Alstom par General Electric, un groupe américain. Et depuis, eh bien, la France, elle a renforcé ses lois pour la protection d'entreprises. Donc, il y a des secteurs économiques comme l'eau, l'électricité, mais aussi le commerce des denrées alimentaires qui doivent être détenus par les nationaux parce qu'il y va de la sécurité nationale. Et ce sont les secteurs d'activité dans tous les pays du monde qu'on ne laisse pas aux étrangers. Parce que le gouvernement doit s'assurer de ce que les Congolais mangent tous les jours. Le gouvernement doit s'assurer de ce que les Congolais portent dans leurs habits. Parce que si vous avez des habits de mauvaise qualité, ça va donc créer beaucoup de dépenses aux familles, puisqu'on achètera très souvent les habits qui vont se déchirer très vite, mais sans compter que l'habillement peut entraîner aussi un problème de santé publique, parce qu'un habit de mauvaise qualité, avec des produits chimiques utilisés, soit dans la protection du tissu ou dans la confection, ou que sais-je, peuvent entraîner des maladies pour les populations. Et donc, qui contrôlent la qualité des habits qu'on vend au Congo. Vous êtes peut-être en train de vous habiller, eh bien voici une étude qui interpelle. Elle concerne vos vêtements, vos chaussures et les risques d'allergie ou d'irritation qui vont parfois avec. Pour la première fois, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation et de l'environnement s'est penchée sur le sujet, résultat publié ce matin, et l'on découvre de curieuses substances chimiques dans les échantillons qui ont été analysés. Explication, Mélanie Gomez. Pour réaliser cette expertise, les autorités ont d'abord analysé plusieurs échantillons de vêtements neufs ou de chaussures issus de différents points de vente, par exemple des supermarchés ou des magasins de prêt-à-porter, mais des textiles ayant déjà entraîné des plaintes de clients. Ensuite, ces experts ont aussi récupéré chez des dermatologues des articles portés par une trentaine de patients ayant eu, eux, une allergie ou une réaction cutanée avec. Au final, tous ces échantillons ont été analysés à la recherche de substances chimiques et ils en ont trouvé certaines plus inquiétantes que d'autres, précise Christophe Roussel de l'ANSES. On a pu retrouver des substances connues comme entraînant des allergies, par exemple la PPD, qui est connue comme substance sensibilisante. Dans des chaussures, on a pu retrouver du chrome, dans le cuir notamment, de certaines sandales, et le chrome 6 en particulier, une substance cancérigène et aussi sensibilisante. Donc voilà, on a pu objectiver la présence de ces substances dangereuses dans des articles. Alors pour les autorités, c'est clair, les industriels du textile doivent faire un effort, ou alors à minima mieux informer les consommateurs, par exemple, grâce à une étiquette, alertant les clients aux peaux les plus sensibles de la présence de certains allergisants. Enfin, le conseil principal, c'est surtout de toujours laver les vêtements avant de les porter pour la première fois. Mélanie Gomez, notre spécialiste santé à Europe 1. Et ce commerce doit être le commerce de détail. Il faut que ce soit les Congolais qui le contrôlent parce que c'est aussi ce commerce générateur des capitaux pour nos comptes publics. Mais quand ce sont les étrangers, qu'est-ce qu'on a appris? On a molesté les Congolais. Il y a un qui est même mort parce qu'ils sont allés voler 100 millions de francs CFA dans une entreprise chinoise. Donc, ça suppose que si c'était un Congolais, mais on a plus de prise sur lui. Et comme c'est un Chinois, tu peux imaginer qu'il y a des fuites des capitaux du Congo vers la Chine. Alors, si les Chinois le font, dites-nous que les autres nationalités ne le font pas. Dites-nous que les autres entreprises ne le font pas. Et comment on les contrôle? Parce que le fait de ne pas les contrôler, ce sont des manques à gagner énormes. La RDC, par exemple, regardez les chiffres des finances internationales. La RDC, c'est 100 milliards de dollars de pertes chaque année dans la corruption et la fuite des capitaux. Chaque année, la RDC perd 100 milliards de dollars. Ça suppose que si le pays est organisé, structuré, verrouillé par des cadres compétents qui contrôlent tout au niveau des douanes et des impôts, vous faites entrer 100 milliards chaque année. Deuxième exemple, en France, c'est François Hollande qui mène la guerre à l'évasion fiscale.
Quand François Hollande arrive au pouvoir, il mène une guerre à l'évasion fiscale. Et François Hollande est arrivé à récupérer jusqu'à 14 milliards d'euros par année en allant en guerre contre l'évasion fiscale. Donc, vous voyez que ce que nous vous disons au niveau du CRC, nous ne sommes pas les seuls. Le monde entier fonctionne comme ça. Même aux États-Unis, le Trésor américain, l'équivalent donc du ministère des Finances, mène la guerre contre les riches américains, les hommes d'affaires américains qui font fuir l'argent à l'étranger parce que sans quoi, même les États-Unis, eh ben, on n'aura pas de quoi financer le Pentagone, euh, la politique étrangère des États-Unis et même les politiques intérieures, ce qu'ils appellent souvent le public policy. Ça, c'est partout dans le monde, c'est comme ça. On peut parler et surtout de l'industrie pétrolière. Dites-moi, nous sommes le seul pays au monde dont on ignore combien d'emplois crée notre industrie pétrolière chaque année. Mais à un moment donné, c'est important quand même qu'on sache combien d'emplois l'industrie pétrolière crée chaque année. Le pétrole et le gaz dans tous les pays du monde. Mais je dis bien tous les pays. Vous entendez les bénéfices générés par le pétrole et le gaz et ce que ça génère pour les comptes publics, pour les actionnaires, pour les salariés et pour la création future d'emplois, sauf au Congo. Le budget est excédentaire, mais on ne crée pas d'emplois, il n'y a rien, aucune amélioration. Donc, à un moment donné, il faut un débat ou encore, il faut qu'il y ait de la transparence pour savoir combien vraiment notre pays génère comme richesse du pétrole et chaque année, combien d'emplois créés, combien de petites et moyennes entreprises et combien de petites et moyennes industries que notre pays crée autour de l'activité pétrolière. Il y a aussi tout ce qui est santé. Ça englobe là tout ce qui est pharmacie, médicaments, autour des hôpitaux. Quelle est la qualité de la formation de nos médecins, de nos agents? Alors, on nous parle des docteurs vétérinaires, mais qui soignent les personnes au CHU, et cela génère beaucoup de morts, beaucoup de dégâts dans les familles. Est-ce que nous allons faire un audit de notre système médical? Ça nécessite quand même un audit pour savoir quel est le niveau de qualification. Parce que quand on entre à l'hôpital, c'est pour sortir guéri. Après, on est tout à fait d'accord qu'il y a des maladies incurables, qu'on ne peut pas traiter, même en Europe, on ne traite pas de toutes les maladies. Même en Europe, les gens meurent parce que, bon, ça fait partie de la vie malgré tout. Mais quand même les maladies les plus simples, les maladies bénignes, on entend parfois dans les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire ou de Ouesso, oui, mais il est allé à l'hôpital parce qu'il avait telle maladie. Bon, finalement, on a traité tel autre, on a donné plutôt tel traitement qui ne correspondait pas à ce dont il souffrait, qu'on avait diagnostiqué. Et après sa mort, à la veillée, on apprend qu'au final, les médecins disent que non, il n'y avait rien de tout ça. Vous voyez, on ne peut pas vivre comme ça. Nous sommes, et ça, remarquez, pour les Congolais qui ont voyagé à l'étranger, nous sommes les seuls qui arrivons à l'hôpital avec le diagnostic déjà fait. Et regardez même les questions de nos médecins. Quand on arrive très souvent, on vous demande, ben, vous souffrez de quoi? Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est moi le malade. C'est moi le malade et vous me demandez. Et très souvent, les gens, ah, j'ai le palu. Ah bon, d'accord. Allez, on vous demande d'aller faire ce fameux examen qu'on appelle goutte épaisse, mais on vous prescrit cet examen, goutte épaisse, et le même jour, on vous prescrit déjà vos 3 doses de Kinimax x 3 jours, c'est-à-dire matin, midi, soir sur 3 jours, avant même d'avoir les résultats de la goutte épaisse. Bon, moi, j'ai vécu au Congo, j'ai eu ça. Je vais à l'hôpital et puis on me dit, oui, vous faites de la fièvre, donc vous avez le palu, vous passez au laboratoire faire votre goutte épaisse, mais après, vous passez dans la salle d'injection pour vos injections. Mais, sauf que la goutte épaisse revient négative, c'est-à-dire vous n'avez pas le palu, mais vous avez déjà eu vos doses de Kinimax et parfois encore de la nivaquine ou du chloroquine. Bon, voilà.
Donc, tout ça, c'est des choses à modifier. Si nous voulons avoir une bonne santé, les agents de santé doivent être sérieux, ils doivent appliquer le serment d'Hippocrate, ils doivent appliquer l'éthique et la morale médicale et non pas faire n'importe quoi. Un aspect aussi important dans notre pays, si nous voulons créer des emplois, sécuriser notre pays, c'est voir la question des banques. Nous sommes encore une fois de plus le seul pays qui n'a pas de banque et les banques appartiennent soit aux Turcs, soit aux Libanais, soit au Maroc. Mais ce n'est pas possible. Il y a une relation intrinsèque entre la banque centrale et les banques classiques. Banque pour le commerce, pour l'industrie, pour tout ce que vous voulez. Puisque c'est la banque centrale qui vend l'argent aux banques. Et les banques vendent l'argent aux entreprises et aux ménages. Mais si nos banques appartiennent aux étrangers, mais comment on fait pour les maîtriser? Est-ce que le ministère des Finances au Congo peut nous expliquer quelle est sa relation avec les banques, comment le ministère contrôle les banques et que ces banques-là ne participent pas à la fuite des capitaux au Congo? Quelle est la relation de travail entre les banques et le ministère des Finances et le Trésor public? Et qui sont les détenteurs des banques? Est-ce qu'il y a des banques qui appartiennent vraiment au Congo? Où sont les comptes publics congolais? Notre argent, quand on vend le pétrole, c'est sur quel compte? On ne demande pas le numéro du compte, mais qu'on nous dise au moins quelle est la banque qui assure les transactions sur l'économie congolaise. Le pétrole, le bois, la santé, l'agriculture, le commerce, le port de Pointe-Noire. Sa banque, c'est quoi? Les industries pétrolières, les cimenteries Dangote et les autres, leur banque, c'est quoi? Et comment ce travail se fait? Les gens ont besoin de la clarté pour que l'on comprenne comment expliquer le chaos que nous vivons aujourd'hui au Congo. Parce que le Congo, quand vous lisez la Bible, aujourd'hui, le Congo donne un visage. Quand vous lisez la Bible, au commencement, c'était le chaos. C'est-à-dire que Dieu vient, il essaie d'organiser les choses dans ce chaos-là. Et nous avons besoin aujourd'hui de Dieu. Sauf qu'il ne viendra pas. C'est nous qui allons faire. Parce que Dieu ne vient pas, il n'intervient plus. Et c'est ça le problème de notre pays aujourd'hui. Je vous laisse suivre cette bande de RFI que je suis tombé dessus et j'ai pensé partager cela avec vous. Oui, les Congolais veulent en faire la porte océane de l'Afrique centrale. Des chambres froides, des zones de stockage de minerais, de bois, un oléoduc est également en projet avec les Russes. Pointe-Noire est en pleine ascension, mais il a des concurrents comme le port en eau profonde de Kribi au Cameroun ou celui de Lobito en Angola. L'idée, c'est de rester les leaders. Olivier Denoret est directeur général des ports et terminaux d'African Global Logistics, anciennement Bolloré Africa et désormais filiale de l'armateur MSC qui exploite le terminal à conteneurs de Pointe-Noire. C'est la 3e année où on va dépasser le million de conteneurs sur Pointe-Noire. On a multiplié par 4 en 15 ans. Pointe-Noire, ça a été le précurseur. Aujourd'hui, il est rejoint par plusieurs autres ports qui tentent aussi de se positionner sur ce créneau. Notre rôle, ainsi que celui des autorités congolaises, c'est d'anticiper et d'avoir une capacité qui nous permette d'être en face du marché pour les 20 ans à venir. Et pour ça, AGL investit 400 millions d'euros dans l'extension de son terminal. Le projet Moleste, 750 mètres de quai jusqu'à 17 mètres de profondeur, permettant ainsi de recevoir des bateaux de plus grande capacité. Cette extension, elle va surtout permettre de recevoir les plus gros bateaux qui arrivent d'Asie. Les infrastructures sur le continent africain se sont bien développées ces dernières années. En revanche, les volumes sont encore un peu en retrait. Et nous, ce que nous pensons, c'est que l'économie africaine va continuer à croître. Les infrastructures doivent suivre. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe prévoit d'investir 600 millions de dollars dans l'exploitation de phosphate. Le groupe nigérian Dangote investit dans le port pour exporter du calcaire dans ses cimenteries. Pour le directeur du port, Séraphin Bala, il était urgent de décongestionner et de développer le trafic de vrac. Pendant que se développait le trafic conteneur, nous avons constaté qu'au niveau du reste du trafic, le vrac, le conventionnel,
il y avait encore des faiblesses. Les navires qui venaient avec du vrac pouvaient rester en rade pendant 1-2 semaines en attendant qu'ils aient un poste à quai disponible. Le port minéralier, pour l'instant, je pense que le gouvernement n'a pas encore les moyens et ce même gouvernement nous demande de créer les conditions pour l'exportation des minerais qui s'annoncent, comme le fer. Alors une fois au port, comment acheminer tous ces produits vers la sous-région? L'ambition de relancer le corridor 13 reliant Pointe-Noire à Bangui et même au Tchad n'est pas encore une réalité. Alors, dans cette bande de RFI, on apprend qu'il y a des gros investissements qui vont se réaliser à Pointe-Noire. Et dans ce que vous venez d'entendre, lorsqu'on vous décrit tout ce qui va se passer en termes de stockage, en termes, il y a l'éoloduc qui est prévu. Alors moi, j'apprends que chaque année, c'est 1 million de containers qui passent par ce port-là, que nous allons recevoir des grands bateaux. Alors, il faut comprendre que, j'allais dire, tout part, non. Et d'ailleurs, c'est cette bande de RFI qui m'a donné, en tout cas, un peu l'idée de faire la chronique d'aujourd'hui. Alors, il y a cette histoire entre, comment on appelle ça, l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui, au niveau du Yémen, il y en a qui soutiennent les Houthis, d'autres soutiennent le gouvernement central qui a été balayé par les Houthis. Et donc, nous avons une situation de danger dans la navigation dans le golfe d'Aden, dans la mer Rouge. Voilà. Donc, cette situation de danger fait que les Houthis attaquent certains navires considérés comme des navires occidentaux ou israéliens. Alors, moi, une fois de plus, je ne suis pas là qui a raison, qui a tort, je vous explique le contexte. Et donc, depuis maintenant 2 ans, pratiquement, le commerce mondial ne passe plus par le golfe d'Aden. Ils sont obligés de contourner par le cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire descendre jusqu'en Afrique du Sud, donc par l'Afrique du Sud, et remonter par le Pacifique. Et donc, de facto, les ports en eau profonde du côté atlantique, puisqu'il faut remonter vers l'Europe, qui est le plus grand marché mondial, hein, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est le plus grand marché. Et donc, l'Asie, on doit contourner vers le cap de Bonne-Espérance et remonter au niveau de l'Atlantique. Ça redonne de la valeur aux ports en eau profonde sur l'Atlantique. Et parmi les plus importants, c'est Pointe-Noire. Alors, aujourd'hui, quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie du gouvernement congolais dans cette compétition avec les autres ports de l'Atlantique pour leur damer le pion et que nous soyons le port de référence? Vous avez écouté le document de RFI? Moi, je vous demande d'appeler n'importe quel spécialiste en économie maritime, portuaire et autres et donnez-lui ce document, allez avec lui sur Pointe-Noire, vérifiez sur le terrain et dites-lui combien d'emplois directs on va créer et combien d'emplois indirects. Donc, rien que ce document que vous venez d'écouter, ça suppose qu'on doit, avec ça, il n'y a plus de chômeurs à Pointe-Noire. Au contraire, Pointe-Noire devrait connaître un afflux des Congolais venant un peu de partout. Quelqu'un qui vient de Makoti Poko, il peut aller travailler à Pointe-Noire. C'est qu'il y aura de l'emploi. Mais je ne peux pas comprendre qu'on nous dise tout ça. Si on ajoute l'industrie pétrolière et gazière, on nous parle de la potasse, d'autres minéraux, on nous parle de l'éoloduc, on nous parle du taux, comment on appelle ça, de stockage des containers. Donc, on va dépasser les 1 million de containers. Mais tout ça, ça va générer de l'emploi. Alors, qui on va recruter? Eh bien, chers compatriotes, je vous le dis, pour que les Sassou Nguesso ne nous ramènent pas leurs cousins, non, pas leurs cousins, leur belle famille, j'allais dire. Parce que le drame du Congo, et c'est pour cela que je vous propose cette chronique, autour de l'emploi, autour de la médiocrité, du chaos dans notre pays, c'est que le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est un pouvoir inédit dans l'histoire politique au monde. C'est la première fois dans l'histoire au monde, on trouve un gouvernement, soit les femmes épousent les étrangers, et soit les hommes épousent des étrangères. Demandez à vos ministres qu'ils vous donnent les nationalités de leurs maris pour les femmes et les nationalités de leurs femmes pour les hommes. Et c'est une alerte que je lance ici. Et je suis très sérieux. C'est très dangereux de voir que
plus de la moitié des responsables politiques au Congo, les femmes ont épousé les étrangers et les hommes ont épousé les étrangères. C'est la meilleure façon de bien dilapider. On nous parle d'une ministre dont le mari est sénégalais et que, semble-t-il, que l'argent pour investir pour les emplois jeunes dans l'industrie et les petites et moyennes entreprises des jeunes, eh bien, avec son mari, ils sont allés investir au Sénégal. Il faut que la centrale de l'intelligence et de la documentation enquête sur ces sujets-là. Nous voulons sortir de la crise dans laquelle nous sommes, mais le pouvoir organise tout pour que nous soyons maintenus dans cette crise-là et que vous soyez dans le chaos. Mais quand vous êtes dans le chaos, qu'est-ce que vous pouvez faire? Que fait une personne qui est dans la misère et qui est dans la souffrance? Je vous laisse écouter ce sage ouest-africain et nous poursuivons. Celui qui n'a même pas une pièce dans sa poche. On lui dit, si tu cours, je te paie. Alors il court. Si tu danses, je te paie. Alors il danse. S'il reçoit de l'argent, tu crois vraiment qu'il ne va pas le faire? Moi, je préfère rester au fond de ma grotte plutôt que de danser pour de l'argent. Chacun a un cerveau pour réfléchir. Moi, c'est grâce à mon travail que je vis. Alors je ne ferai jamais des bêtises pareilles. Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres pour gagner ma vie. Ce sage nous dit quoi? Lorsque vous avez faim, ça suppose que lorsque vous êtes un misérable, on vous dit de courir, vous courez, on vous dit de danser, vous dansez et vous perdez votre âme, vous perdez votre conscience. C'est exactement ce que Sassou est en train de faire. Nous faire perdre notre âme et notre conscience. Et on y est peut-être, je n'en sais rien, mais on y est peut-être. Pourquoi? Mais parce que regardez toutes les grèves au Congo. Donnez-moi un seul secteur d'activité au Congo, qu'il s'agisse du secteur primaire, secondaire, tertiaire, tous les secteurs, ils sont en grève au Congo. Le Congo, c'est un vrai chaos. Mais ce chaos ne se transforme pas en colère, ce chaos ne se transforme pas en dynamique révolutionnaire pour renverser le pouvoir. Lorsque vous êtes dans un tel chaos, où il y a de la colère partout, l'étape supérieure, c'est que cette colère doit se transformer en projet politique de renversement du pouvoir et rétablir les choses dans l'ordre. Et toutes les forces nationales, toutes les dynamiques doivent converger vers une seule chose, le changement de régime, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus, puisque tous les jours, on a des exemples de la violence. La photo de l'école que je vous ai montrée, mais c'est une violence. On ne peut pas nous dire que nous sommes en paix. Ça, c'est pas la paix. Quand on étudie dans de telles conditions, c'est pas possible. Je viens vous parler de cette bande de RFI et le gouvernement ne communique pas sur ça. Mais parce qu'ils ont prévu de faire travailler encore les étrangers de Pointe-Noire. Pointe-Noire est gangrénée par les étrangers, les Ouest-Africains. Donc, ce sont eux qu'on va prendre pour aller travailler et les Congolais vont continuer dans la misère. Quand vous regardez les poubelles partout, vous trouvez normal? Qu'est-ce qui explique ces poubelles-là? Vous avez une société qu'on appelle Averda. Est-ce que Averda continue à recevoir de l'argent public au titre de financement pour traiter les poubelles? Les poubelles, chaque mairie, avant les mairies traitaient les poubelles. C'est chaque mairie qui traitait ses poubelles. Et Dieu, pourquoi on a donné à une entreprise privée? Et à qui appartient cette entreprise-là? Aujourd'hui, vous avez des personnes, des associations, des maires d'arrondissement à Pointe-Noire qui organisent le ramassage des poubelles, alors même que Averda continue à toucher l'argent. Il y a un problème. Il y a réellement un vrai problème. Et à quel moment on va demander des comptes à Averda et pourquoi le gouvernement ne met pas fin, ne dénonce pas ce contrat-là, sachant que
ce contrat ne nous apporte rien du tout, puisque le travail n'est pas fait. Et on peut documenter que le travail n'est pas fait. Et comment se fait-il que le gouvernement ne protège pas ces populations? Un gouvernement est censé protéger la santé de ces populations. En laissant les poubelles, on expose les populations à des gros problèmes de santé publique. Quand on a brossé ce tableau, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment essayer de faire changer les choses? J'ai parlé de la révolution. Nous, au CRC, on a théorisé la révolution du fleuve. Le fleuve Congo qui est la colonne vertébrale. Le fleuve Congo qui est un lieu d'unité entre les Congolais, qui est un symbole fort pour notre pays. Parce que seule la révolution peut nous sortir de cette situation-là. Avec ce pouvoir, on ne peut plus aller quelque part. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ceux qui vous disent marchons seulement, ce n'est plus possible. Ce pouvoir a tellement montré ses limites, ce pouvoir a tellement montré sa médiocrité, que dites-moi, d'où on partirait pour dire, tiens, là, il y a encore de l'espoir. Dans l'une des chroniques, je vous ai parlé de l'hyper-présidentialisme. Et c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que personne ne fait rien, tout le monde attend que ça se décide, parce que de toute façon, si vous faites sans sa décision, il vous tombe dessus. Mais qu'est-ce qui explique aussi cela? C'est toujours ces recrutements qui sont réalisés par affinité clanique, familiale, par affinité villageoise, c'est-à-dire on va chercher le village, on va chercher la famille, les potes médiocres, au détriment des vraies compétences, au détriment de la méritocratie. Déjà, il faut qu'on se débarrasse des médiocres. Ce sont eux-mêmes, je vous dis, regardez les réactions, même des suite d'élite sur Internet qui commencent à dire non, 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 ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Nous sommes un pays pétrolier. Regardez cette vidéo. Vous allez voir si nous sommes vraiment un pays pétrolier. Vous avez vu le nombre de taxis des populations? Alors, il y a des blagues maintenant sur Internet, c'est que l'outil, l'instrument le plus utilisé au Congo, c'est le bidon de 25 litres. Jaune, peu importe la couleur, parce que voilà, ça permet d'aller chercher l'eau, ça permet d'aller chercher l'huile, ça permet d'aller chercher le carburant. Est-ce que dans un pays pétrolier, troisième producteur de pétrole en Afrique noire, avec une raffinerie à Pointe-Noire, comment le pouvoir explique que les gens dorment des semaines entières dans l'attente qu'une goutte de carburant arrive dans une station-service? Ça, on appelle ça le chaos. Et c'est un chaos qui est voulu, puisque votre préoccupation primaire devient la subsistance, la vie de tous les jours, et non plus la pensée politique et élaborer une pensée pensante bien pensée. Le gouvernement fait exprès. Ils font exprès. C'est penser, c'est étudier. Si vous voulez anéantir un peuple, inutile, parce que ça soit compris même avec les armes, ça peut être compliqué. D'ailleurs, même ses propres parents, semble-t-il, stockent les armes à Oyo un jour pour l'utiliser contre lui. Mais déjà,
d'abrutir le peuple, de les affamer, de les mettre dans des conditions matérielles difficiles, très, très, très difficiles. Leur préoccupation primaire, surtout s'il n'y a pas une vraie conscience politique, la préoccupation primaire, c'est le quotidien. Et non pas se projeter, avoir un projet familial, avoir un projet d'emploi. Voilà, c'est au quotidien comment je vais bricoler pour vivre. Et ça, c'est voulu. Et nous, au CRC, le travail, c'est de vous sortir la tête de l'eau, de continuer à élaborer, de sorte que vous puissiez vous dire qu'il y a toujours quelque chose à faire pour changer les choses. On ne peut pas accepter la fatalité. Le drame avec le pouvoir d'un seul, avec le gang au pouvoir au Congo, c'est qu'il vous empêche de penser, il vous empêche d'avoir accès à la lumière. Écoutez ce que disait, je crois c'est Louise Michel, cette Française Louise Michel. Il disait, sans l'autorité d'un seul, il y aurait de la lumière, il y aurait de la vérité et il y aurait de la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Et ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Et l'autorité de tous, c'est ce que le pouvoir vous empêche. Et c'est ce que Sassou vous empêche. Parce que en vous maintenant dans cette médiocrité organisée, dans cette vie de chaos, il vous empêche de penser. Il empêche la vraie justice. On voit les brimades, la violence au Congo. Et surtout, il empêche l'autorité de tous. Mais l'autorité de tous, c'est quoi? L'autorité de tous est incarnée par la loi de la République, la loi symbolique que tout le monde respecte. Vous êtes au pouvoir, mais vous devez appliquer la Constitution. Que dit la Constitution? Les enfants doivent aller à l'école. Les Congolais doivent avoir une vie décente. Les Congolais doivent travailler. Ils doivent avoir une bonne santé. C'est ça l'autorité. C'est l'autorité de la loi de la République. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Et aujourd'hui, je dois dire solennellement à nos amis de l'URD qui sont, et nous l'avons testé, des hommes de parole et d'honneur. Et nous avons dit, que tant que nos partenaires se maintiendront sur ces positions qui respectent les engagements pris, les intérêts des partis, les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés, nous resterons fermes sur ces positions et j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que nous avons ainsi réalisé, et vous le voyez, le véritable socle de l'unité nationale et de la paix. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Or, c'est tout ça que le pouvoir est en train de fouler aux pieds. C'est tout ça que le pouvoir est en train de balayer de revers de main. Et qu'est-ce que nous pouvons attendre de ce pouvoir, sauf de leur dire, écoutez, merci, vous pouvez partir. J'ai déjà plusieurs fois interpellé le pouvoir en leur disant, si vous aimez le Congo, un tant soit peu, si vous aimez le Congo, partez. Tous vont à l'église. Mais regardez le Christ. Il a tant aimé le monde qu'il s'est retiré. Et il a dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai enseigné ce que j'avais enseigné. Maintenant, je me retire. Ceux qui veulent continuer à travailler avec moi, qu'ils se réunissent eux-mêmes. Réunis-toi toi-même.
qu'ils portent leur croix et qu'ils me suivent. Et puis, dans le royaume de mon Père, quand ils me rejoindront là-bas, on continuera notre business. Mais le Christ n'a pas dit, tant que je n'ai pas sauvé tous les humains de la terre, je reste là, je ne quitte pas le monde. Il a quitté le monde. Aimer, c'est partir. Aimer, c'est savoir dire stop. Je m'arrête là, je pars. Aimer, c'est pas rester en disant, mais moi j'aime le peuple même. Non. Denis Sassou Nguesso est une destruction pour notre Congo. Mais on ne peut pas. On ne le déteste pas en tant qu'humain. Mais en tant que président, on n'en veut plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez encore? Il vous démontre. Regardez les poubelles, pour ne pas me répéter. Regardez la violence, pour ne pas me répéter. Regardez la criminalité même financière, pour ne pas me répéter. Qu'est-ce que nous, Congolais, qu'est-ce que nous voulons que Sassou puisse encore faire pour finalement dire maintenant, on se révolte? Il a déjà tout fait. Détruire un département, il l'a fait. Il a détruit le pôle. Détruire l'école, il le fait. Vous le voyez vous-même. Donc, ils ne savent plus quoi faire de notre pays. Ils n'ont aucune idée. Pour vous montrer que le pouvoir ne sait pas quoi faire de notre pays, je vous ai pris 2 exemples de compte rendu de conseil de ministres lus par Thierry Mongala et vous allez voir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 11 octobre 2024 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 10 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit 2 projets de décret au titre du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. 2 projets de décret au titre du ministère du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. 2 projets de décret au titre du ministère des Hydrocarbures. 1 projet de décret au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones. 1 projet de décret au titre du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. 1 projet de décret au titre du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Qu'est-ce que vous constatez? J'ai déjà échangé avec certains Congolais qui étaient étonnés quand je leur ai dit, en fait, ils ne travaillent pas, le gouvernement ne travaille pas. Le gouvernement vient et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il lit ce qu'on appelle un projet de décret. Voilà. Ce n'est même pas un projet de décret. Mais j'ai dit oui, c'est un projet de décret. C'est-à-dire que ce n'est pas un décret. Parce que le décret permet d'agir. On appelle ça les décrets d'application. Quand on a voté une loi, la loi ne peut pas être appliquée. Et d'ailleurs, prenez n'importe quelle loi, souvent quand la loi est votée au Parlement, promulguée par le président de la République, la loi comporte plusieurs chapitres, alinéas, comme vous voulez, mais plusieurs chapitres. Soit le ministre concerné prend ce qu'on appelle le décret d'application pour dire que la loi va être appliquée et comment il va être appliqué et sur quelle étendue. On peut prendre des décrets d'application pour appliquer que 2, 3 modules de la loi, mais le reste, on verra. Le ministre peut faire le choix de prendre les décrets par, comment on appelle ça, alinéa par alinéa. On va déjà appliquer ça parce que la situation du pays, les conditions et tout. Ou encore, on va appliquer, mais on ne va pas appliquer, par exemple, dans le département du Poul, compte tenu de la destruction massive du département. De toute façon, ça ne sera pas applicable. Donc, les ressortissants du Poul, par exemple, continueront à bénéficier des circonstances autres. Ça peut être, au lieu de fournir tel papier, eux ne fourniront que 2, 3 papiers. Et voilà. Donc, chaque ministre prend les décrets d'application selon comment il pense qu'on va appliquer la loi. Et des fois, quand ça arrive au niveau des préfectures, les préfectures sont parfois même obligées de prendre, à la suite des décrets d'application, des circulaires ou des notes de service pour bien expliquer aux agents dans quelle direction appliquer la loi. Or, dans les 2 exemples que je viens de vous donner, on nous parle de projet de décret. Mais qu'est-ce qu'un projet de décret? Un projet de décret, c'est un document préparé soit par un ministre ou soit par le Premier ministre, qu'il va soumettre aux membres du gouvernement pendant le Conseil des ministres pour qu'on puisse en débattre et à la fin se mettre d'accord comment
les choses vont se passer et donc là, on va prendre un décret. Mais mes chers compatriotes, ça fait plus de 20 ans, Thierry Mongala vient vous lire les projets de décret. Quand il va lire les décrets? Ça fait plus de 20 ans. Le monsieur, quand il vient, tel ministre a présenté un projet de décret. OK. Mais moi, j'attends d'entendre maintenant quel jour il dit le décret a été signé. Et vous savez pourquoi il ne signe pas les décrets? Il vous présente à chaque fois les projets de décret. Mais je suis diplômé de politique internationale. Parce que le jour où il vous présente les décrets, ils sont attaquables. Donc, on vote les lois au Parlement. Le président promulgue la loi, mais il n'y a pas de décret d'application. Partout dans le monde, écoutez-moi bien, partout dans le monde, une loi qui a été votée, on ne l'applique pas. Une loi qui a été promulguée par le président de la République, publiée au journal officiel, on ne l'applique pas. La loi devient applicable dès lors que le ministre a pris ce qu'on appelle le décret d'application. Et une fois qu'on a pris le décret d'application, les entreprises, les citoyens, les associations, tout le monde peut attaquer le gouvernement en disant le décret d'application est là, vous n'avez rien fait, donc vous êtes attaquable. Et tant que le ministre n'a pas pris un décret d'application, on ne peut pas dire que l'État ne respecte pas sa propre loi, parce que la loi n'est pas applicable. Pour le moment, on attend le décret d'application. Donc, ils sont tellement pervers, ils sont très pervers, ils vous font croire qu'on est en train de travailler, mais pendant 20 ans, projet de décret sur projet de décret, mais quand est-ce que vous allez prendre les décrets finalement pour que les choses se fassent? Et c'est pour ça qu'on est dans cette médiocrité. Il n'y a pas assez de décrets pour gérer l'éducation nationale, pas assez de décrets pour protéger l'environnement financier au Congo, pour protéger l'emploi, pour protéger les retraites, et tout est dans le chaos, dans le désordre et dans la pagaille. Avec ce gouvernement, il n'y a pas de lendemain. Le seul lendemain, c'est que ce gouvernement aille à la poubelle. Vous n'aurez rien, je vous le dis encore, vous n'aurez rien avec ce gouvernement, vous n'aurez que des déceptions. Nous irons de déception en déception jusqu'à ce que demain, le Congo soit livré totalement aux étrangers. Et protéger le Congo aujourd'hui, c'est agir. Protéger le Congo aujourd'hui, c'est agir. Chacun à son niveau, peu importe. Soit il faut arrêter de travailler, parce que là, on est dans des formes d'esclavagisme moderne. Lorsque vous avez travaillé, on doit vous payer un salaire. Il faut donc un débat public pour que le gouvernement explique comment se fait-il que les gens travaillent tous les jours, même dans des unités où il y a production de la richesse, mais les gens ne sont pas payés. Même les industries pétrolières ou les entreprises qui travaillent avec les industries pétrolières connaissent des retards de salaire, connaissent des difficultés financières, alors que partout dans le monde, depuis surtout la guerre entre Russie et Ukraine, mais des entreprises pétrolières font du chiffre. Si Total en France arrive à faire plus de 10 milliards, près de 20 milliards d'euros de bénéfices, mais au Congo, Brazzaville, on est quand même peut-être à 400 millions d'euros de bénéfices. Je ne dis pas qu'on serait au niveau de Total, mais on peut quand même être à un niveau qui correspond au nôtre. Or, rien de tout ça. Rien vraiment de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si ce n'est pas aller vers la révolution pour changer les choses. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du pouvoir de Sassou? Plus rien. Nous constatons tous les jours son fils, Christelle Denis Sassou Nguesso, passe le plus de son temps à signer des documents, à signer des papiers, mais il signe quoi? Qui nous apporte quoi? Chaque semaine, il y a des conseils de ministres. Maintenant, ils en font même 2. Bozui bokonzi po bobongisa, mais bopé sa solution, bopé sa réponse na déshydrater la population. To ba kaka place moko, ezaka ba projet, nous allons voir. Nous avons pris des mesures. Bokoma ba couturier Tony, nous avons pris des mesures, Mais ata couturier azu ba mesures, so kazo tongate zong sa elamba. Toujours des mesures et des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. On a été en réunion, on a discuté, nous avons pris des mesures. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui sort de ce conseil de ministres? Et le crime, c'est que
vous n'entendrez jamais Thierry Mongala venir faire un compte rendu de conseil des ministres où il vous parle de l'école. Il y a eu un ratage de la rentrée scolaire. Mais ils n'ont même pas parlé de ça en conseil des ministres. La preuve, le compte rendu des conseils des ministres avant et après la rentrée, on ne mentionne même pas la rentrée scolaire. Donc, Sassou s'en moque, sérieusement. Ils s'en moquent éperdument que vos enfants aillent à l'école ou pas. Ils s'en fichent, pour tout vous dire. Mais vraiment, ils s'en fichent. On ne vous parle pas de la situation des cheminots qui se font molester. Regardez cette vidéo. Bonjour, bonjour, bonjour le pays. Nous sommes en direct de Dolisie. Il y a le train Binda qui est rentré. Les dirigeants de Dolisie veulent forcer les choses. Là, les cheminots ont décidé de rester sur la même voie que le train. 48 mois, c'est trop. 48 mois sans salaire. Les cheminots, voilà. On n'a pas encore payé la maison, on n'a pas encore payé le courant, on n'a pas encore payé l'eau. On ne mange pas de salaire 48 mois. Voilà, ils ont décidé de rester ici là. Badiat Bao. La maison, c'est que non, Badiat Bao. On est fatigué. Nous sommes là, en tout cas, la gendarmerie, la police est là. Tout est là. En tout cas, ils ont décidé de rester là. Vous voyez ces cheminots qui se font molester? Ils ne vous parlent pas de la situation des gens qui ont travaillé pour la mairie de Brazzaville. C'est lamentable. Voilà le traitement des agents municipaux au niveau de la ville de Brazzaville et au Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà, les agents qui ont travaillé pendant plus de 38 ans de service, 40 ans de service, qui ont eu à cotiser pendant 40 ans, tandis que la loi dit c'est de 18 à 20 ans, mais d'autres ont cotisé 38 ans. Les dossiers sont 10 ans aujourd'hui, pas de pension. Et la CNCS a reçu plus de 35 milliards du gouvernement pour le compte de la mairie de Brazzaville, sans compter le moratoire qui a été signé. Mais au jour d'aujourd'hui, la CNCS vient de remettre 250 dossiers pour les agents municipaux. Hein? Et c'est très grave. Voilà la manière qu'on traite. Les agents de la CNCS sont venus. Les agents de la CNCS sont venus déposer par terre les dossiers des agents municipaux. Voilà le traitement des administrations du Congo-Brazzaville. Comment des documents se retrouvent par terre? En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. Ou si, on sait, c'est le chaos. Quand vous entendez tous ces gens parler, dites-moi, comment peut-on soutenir encore ce pouvoir, avoir le courage de venir parler au nom de ce pouvoir? Est-ce que M. Koliné Makosso, qu'on présente comme le meilleur premier ministre qui n'a jamais existé, mais on est sérieux là? On n'est pas dans le monde des gamins, on n'est pas dans le monde des enfants. Ce qui est triste avec notre pouvoir, c'est que Sassou Nguesso, Koliné Makosso et tous doivent souffrir du syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire des gens qui restent des gamins. La situation du Congo est chaotique et catastrophique, mais ils viennent vous dire que ça va. Et même les journalistes, écoutez les journalistes qui les interrogent. Moi, je suis choqué de voir des journalistes poser des questions bidons alors que la situation est grave. Les journalistes qui font des reportages sur des poubelles, mais pourquoi ils ne vont pas chercher les responsables d'Averda? Vous faites un reportage sur les poubelles, vous filmez le maire de l'arrondissement à Pointe-Noire et vous dites, avec son propre argent, il finance le ramassage de poubelles. Mais madame la journaliste, soyez sérieuse. Allez chercher les responsables d'Averda à Pointe-Noire et dites qu'ils ont refusé de venir répondre à vos questions. Où est passé le journaliste d'investigation initié entre autres au Congo-Brazzaville par Edmond Philippe Gali, paix à son âme, Monsieur Bonjour, tous les dimanches matins? Je vous donne un exemple. Sous Dacosta fait une commande des produits pharmaceutiques parce que les hôpitaux se retrouvent en difficulté. Le gouvernement 60-40. Dacosta assure lui-même la distribution des médicaments dans tous les hôpitaux du Congo. On peut retrouver les bandes Télé Congo, Radio Congo. Le ministre de la Santé, puisque c'était le gouvernement d'Union nationale, respecte et boude. Il fait tout un vacarme, accusant même
d'Acosta d'avoir détourné les médicaments. Il passe donc, il est invité par Edmond Philippe Gali. Edmond Philippe Gali lui pose la question, il dit oui, certains hôpitaux n'ont pas reçu les médicaments, je ne comprends pas, ça relevait de mes compétences, et c'est le Premier ministre avec son cabinet qui a tout assuré, c'est pas normal. Bon, apparemment, son argumentaire tenait. Sauf que ce qu'il ignorait, c'est que Edmond Philippe Gali avait investigué partout au Congo. Et il a passé la bande sur Radio Congo tous les dimanches à 7 h. Et donc, Edmond Philippe Gali dit, moi, je suis allé investiguer. Voilà ce que j'ai eu comme retour des directeurs des hôpitaux, des responsables des pharmacies des hôpitaux. Brazzaville, Pointe-Noire, Kinkala, Ouesso, Owando, dans les plateaux. Donc, il a passé tout le monde. Il dit, bon, monsieur le ministre, votre hôpital qui n'a pas reçu ces médicaments, cet hôpital se trouve où? Puisque, apparemment, nous avons interrogé tous les hôpitaux au Congo. Tout le monde a reconnu avoir reçu son lot de médicaments tel que c'était prévu. Maintenant, vous, votre hôpital qui n'a pas reçu les médicaments, c'est lequel? Et là, aucune réponse du ministre. Retrouvez la bande. Et Edmond Philippe Gali lui dit, monsieur le ministre, nous savons que vous êtes propriétaire des pharmacies. Si on vous avait donné ces médicaments-là, prouvez-nous que ces médicaments n'allaient pas finir dans vos pharmacies. Là, silence radio. Deuxième exemple. Élection. Après le gouvernement 60-40, on fait l'élection législative. Yombi Opango gagne à Owando. Yombi Opango a comme adversaire, je crois, Ndinga Oba, Antoine Ndinga Oba. Et donc, Ndinga Oba crie à la fraude électorale face à Yombi. Il est invité du journal de 7 h le dimanche d'Edmond Philippe Gali, et puis il explique comment Yombi Opango a fait pour frauder. Sauf que Edmond Philippe Gali lui dit, écoutez, monsieur Ndinga Oba, j'ai cru comprendre que, alors, vous avez un domaine à Owando, un grand domaine à Owando. Dans ce domaine, vous avez les membres de votre famille, une quarantaine. Tous votent dans le même bureau de vote. Sauf que dans ce bureau de vote, vous n'avez eu que 9 voix. Alors, M. Ndingaoba, si sur la quarantaine de personnes que vous hébergez et que vous nourrissez, il n'y a que 9 qui votent pour vous, pourquoi le reste de la population de Owando voterait pour vous? Eh bien, Ndingaoba n'a plus eu d'argument. C'est ça le journalisme d'investigation. Mais quand on voit, je n'ai pas envie de citer leur nom, moi je suis un intellectuel de CNT. Quand je vois certains journalistes parler, mais il n'y a pas de rigueur journalistique. Et c'est pour cela que les Colline Makosso, les Denis Sassou Nguesso, les Christophe Sassou Nguesso se croient pour des gens intelligents. Mais non, ils sont limités. Ils sont limités. Donc je trouve dommage la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Mais je pense que c'est nous qui avons la solution, nous, la population congolaise. Soit nous prenons conscience que ça ne va pas, ça ne peut plus continuer comme ça, et donc il faut dire stop, et que la seule solution qui nous reste, c'est le soulèvement. Tant pis pour les militaires et les policiers et les gendarmes qui oseront tirer sur les populations, ça leur appartient. Mais après, la justice passera, tôt ou tard. Tôt ou tard, la justice passera. Ce n'est pas de gaieté de cœur quand on voit des gens comme les Sénabrés être trimballés comme ça. Ce n'est pas de gaieté de cœur quand on voit que certains responsables politiques se retrouvent au CPI ou je ne sais pas. Non, mais c'est maintenant qu'il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer dans cette lancée. Nous devons protéger nos enfants. Ça me rend triste de voir qu'au Congo aujourd'hui, au moment où je vous parle, nombreux sont toujours nos enfants au Congo qui ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Or, nous avons des excédents budgétaires. Nous avons 14 000 milliards de générations futures et chaque année, le Congo génère de l'argent. C'est la gabegie, le vol, la corruption qui font que nous soyons dans cette situation-là. Et ce n'est pas avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso que nous allons nous sortir de cette situation. Il faut qu'une autre personne vienne. Et
on s'en fiche, mais royalement, que la personne soit de la Sangha, de la Likwala, des plateaux, du Pour, de la cuvette ouest ou de la cuvette, du Niari, du Kwilu, de la Lekumu, de la Bwenza, peu nous importe, peu nous importe. Moi, je suis amoureux de cette chanson congolaise qui dit Mutuni Mutulend Vanda Fomoya Congo, il suffit de vendre Moutia Congo populaire. Moto Namo, peu importe ici Kawapi Akouta, Soki Azali Moto Mboka, Aligi Mboka, Toko Lingaye, Toko Kendenaye, Toko supporter. Tout ce que nous attendons, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui aime les enfants de son pays et qui met en place les politiques publiques et les politiques sociales pour que les Congolais vivent bien chez eux. Les Congolais ont faim alors qu'on a le fleuve Congo avec le poisson. Le fleuve Sénégal produit 700 000 emplois, un petit fleuve comparé au fleuve Congo. Donc le fleuve Congo peut produire jusqu'à 2 millions d'emplois si on prend toute l'économie fluviale. Mais il y a des gens dans le monde qui ont étudié l'économie fluviale. On peut voir avec eux qu'ils viennent nous aider à réfléchir, qu'ils viennent regarder même notre fleuve et investiguer, analyser, étudier scientifiquement à tous les niveaux et voir combien d'emplois ce fleuve peut générer avec les ports, l'agriculture. Le Nil a permis l'agriculture de l'Égypte. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert. On a tous étudié ça à l'école. Et le fleuve Congo. De par son débit moyen, le fleuve Congo est plus puissant que le Nil. Le Nil n'a pratiquement pas d'affluents, mais regardez les affluents du Congo. L'Ubangi et la Sangha, les affluents du Congo, la Likwala, la Lima, on a chanté ça. Mais maintenant, concrétisons. Concrétisons maintenant ce que nous avons. On produit de sorte que nous puissions vivre bien. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut que nous soyons déterminés. Il faut que nous soyons forts. Nous n'allons pas nous décourager et nous allons continuer à nous battre pour que notre pays puisse évoluer, puisse changer. Voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je comptais partager avec vous comme chronique de ce matin pour essayer un peu de comprendre ce chaos dans notre pays, ce chaos indescriptible, mais dont on connaît les causes, c'est-à-dire le pouvoir personnel de Denis Sassou Nguesso avec sa famille, ses enfants et ses amis, et dont on connaît aussi l'issue, c'est la révolution du fleuve, pour les mettre tous dehors, faire venir des femmes et des hommes amoureux du Congo, soucieux des enfants congolais, de leur éducation, de leur santé, de leurs loisirs, de leur progrès, et que nous puissions construire un pays viable où il fera bon vivre, non seulement pour nous, les Congolais, mais aussi pour nos amis, nos frères de l'Afrique et du monde qui viendront y passer les vacances et qui pourront visiter nos sites touristiques. Il y a tout à faire, il y a beaucoup, il y a tout à faire, mais au CRC, on y travaille et nous sommes sûrs qu'on y arrivera. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer des bons moments là où vous êtes, de ne jamais baisser les bras, de garder la foi, de garder en vous la flamme du combat révolutionnaire, parce que c'est très, très, très important, et de toujours croire que demain, les choses pourront changer. Likez, partagez, commentez, ajoutez vos idées. J'aime toujours lire vos commentaires et puis répondre lorsque c'est possible, lorsque c'est nécessaire. Et je vous dis à bientôt pour notre prochaine chronique.